peut-être là qui est allumé. Merci pour l'invitation et merci au LabEx lyonnais de cette invitation. Alors, pionnier dans l'utilisation, hein, moi je ne conçois pas les réseaux de neurones. Et donc, je ne suis ni mathématicien, ni physicien, ni informaticien. Je suis avant tout médecin. Même si, depuis mon internat en médecine, j'ai toujours un peu baigné dans le signal visuel, ce qui m'a permis de voir, depuis une trentaine d'années, les évolutions dans ce domaine et les changements importants au cours de ces, on va dire, 8 dernières années dans la rentabilité et l'efficacité des systèmes. Alors, je vais commencer par quelques articles. Le plus récent, 1er janvier 2020, Nature, 2 cohortes très importantes, plus de 30 000 patients dans le dépistage du cancer du sein. Une cohorte anglaise qui vient du NIH, où les patients ont eu le screening avec 2 lecteurs, 2 radiologues experts en mammographie pour détecter les cancers, et une cohorte américaine avec aussi une 15 000 patients, je crois, et sur lequel, aux États-Unis, le screening se fait avec un seul lecteur, et 3 ans de suivi évolutif pour voir si on est capable d'utiliser des techniques pour prédire, avec un suivi assez long, 3 ans, la présence de cancer. 3 ans, c'est le moment pour dire que vraiment on n'a pas loupé quelque chose au moment de ces diagnostics. C'est les filiales de Google, hein, qui ont fait ça, DeepMind et compagnie, et les résultats sont assez impressionnants, c'est-à-dire que dans la cohorte anglaise, l'intelligence artificielle fait 3 points de plus que le consensus des experts, que l'association de l'intelligence artificielle et des experts fait gagner aussi 3 points. Dans la cohorte américaine qui avait un seul lecteur, là, l'intelligence artificielle amène 8 points. Donc on peut imaginer qu'on a 8 faux négatifs, hein, 8 femmes sur 100, qui pourraient bénéficier de l'apport de ces technologies dans la détection d'un cancer du sein à leur phase initiale. Alors c'est assez drôle parce que c'est assorti d'un éditorial qui est bien écrit, et qui dit que, bien entendu, ce n'est pas prêt pour une application clinique pour plein de raisons techniques, ce qui n'empêchera pas de voir des solutions commerciales arriver avec ça très vite. Et pour exemple, je vous montre cet article qui est aussi publié dans une grande revue, JAMA, le journal de médecine interne américain, qui était publié en 2016 sur la détection de la rétinopathie diabétique dans des grandes cohortes de manière entièrement automatisée. Pareil, un éditorial, alors là, beaucoup plus critique, parce que c'était plus nouveau en 2016. Et dans cet éditorial, là, on est vraiment loin d'une validation et d'une utilisation clinique. Et pourtant, la FDA a validé ces outils comme outils diagnostiques 18 mois après. Alors, ça, c'est le hype, c'est la mode. Et le commerce, et le business derrière. Hein. Donc, l'organe de certification en santé qui est dominant dans le monde par son implantation et par son impact économique sur les industriels de la santé, qui est la FDA, a une politique extrêmement agressive sur la validation des algorithmes d'intelligence artificielle, quitte à prendre des risques. Et là, quelque part, je ne peux pas m'empêcher de penser au crash du 737. Avec une similitude assez forte, à mon avis, entre une prise de risque économique et un contrôle de système dont on ne contrôle pas toujours exactement tout. Donc ça, c'était un élément introductif. Et ça, ce sont, au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des algorithmes qui font l'objet qui sont vraiment basés essentiellement sur du deep, qui font l'objet d'une validation par la FDA. Alors vous voyez, donc, en santé, et vous voyez que l'imagerie est quasiment partout. Et quand on parle de psychiatrie, c'est de l'IRM, hein, en général. Cardiologie, radiologie, là aussi, c'est beaucoup de l'IRM en neurologie et en gériatrique.
un peu d'orthopédie et de l'ophtalmologie et la pathologie, donc l'anatomopathologie qui arrive. L'oncologie, ça c'est les systèmes de Watson, on pourra éventuellement en parler dans la discussion. Alors, ce renouveau des réseaux de neurones, beaucoup d'entre vous connaissent un peu l'historique, je le refais rapidement. Là aussi, il y a eu du marketing, hein. Il y a eu du marketing parce qu'il était connu depuis longtemps, ces systèmes marchaient plus ou moins bien. Il y a eu du marketing dans un triangle du nord-est de l'Amérique. Josiah Banjo, Jeffrey Hinton et Ian Lequin à New York, qui ont fait d'abord de la science, et puis ensuite du marketing, et qui l'ont bien vendu. Et puis c'est vrai que les résultats, quand ils sont arrivés dans les concours, et dans les concours notamment d'analyse d'images, il y a eu un gain de 10 points en 3 ans, grâce à ces systèmes, qui a changé complètement la donne. Bon, je passe là-dessus, je pense que la plupart des gens savent que le deep learning, c'est une toute petite partie, mais la plus à la mode et la plus fancy, hein, on va dire, du moment du grand domaine de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on en reparlera parce que pour nous, médecins, ça pose, bien entendu, on reparlera du problème de l'explicabilité, mais ça pose aussi le problème de l'intégration de systèmes complexes entre eux et d'association de systèmes de deep learning avec d'autres systèmes plus symboliques et compréhensibles. Alors je vais passer là-dessus, mais moi j'ai vu un peu passer dans ma carrière en imagerie médicale toute la chaîne. Quand j'ai commencé dans les années, quand j'étais interne en 90, je travaillais avec des laboratoires sur la détection des microcalcifications justement dans le cancer du sein, et c'était de la symbolique, hein, les microcalcifications étaient détectées avec des systèmes de valeurs et de symbolique, et puis on arrive aujourd'hui au côté connectiviste de ça, et vraiment j'ai vu passer tout ça, j'ai vu l'approche intermédiaire qui commençait à marcher pas mal, les atlas, hein, et avec des résultats, mais qu'on avait quand même du mal à généraliser, et qui marchaient bien dans des séries très homogènes et dont on avait éliminé les cas difficiles ou complexes ou bruités, etc. Et donc, par exemple, la création d'atlas du foie. Moi, mon domaine de recherche, c'est vraiment le foie et l'abdominal et digestif. Et ces atlas génériques qui permettaient de détecter par comparaison les anomalies lorsqu'il y en avait en comparaison d'un atlas et d'une modélisation. Alors, qui me plaît, il y a des côtés sympathiques dans le deep learning, c'est la biomimétisme. Hein. C'est vrai que j'ai appris ça en faculté de médecine très tôt, en deuxième année de médecine, hein, les réseaux de neurones, là ça c'est le réseau visuel, et c'est vrai que cette similitude elle est marquée, et c'est assez étonnant parce que cette similitude on la trouve chez les chercheurs en deep learning. Chez les chercheurs qui font de la recherche fondamentale en deep learning, il y en a beaucoup qui sont passés dans des services de neurosciences à un moment de leur carrière. Par exemple, c'est le cas de Josiah Banjo. Il a fait un postdoc, ou je ne sais plus exactement, au MNI, à McGill. Il a travaillé dans un service de neurosciences. Donc, c'est des gens qui ont, à un moment donné, quand même réfléchi sur le biomimétique entre la biologie et ce que l'on peut en faire, et qui en reviennent d'ailleurs aujourd'hui, hein, puisque, et vous savez que cet avion-là n'a jamais vraiment volé, enfin je crois qu'il a décollé de 20 cm, mais il était très ressemblant de la chauve-souris. Alors, vous connaissez tous l'histoire du perceptron, je vous passe là-dessus simplement. Moi j'ai dû l'apprendre, hein, voilà, ça m'a beaucoup intéressé quand en 2012-2013 j'ai dû me plonger là-dedans. Et c'est finalement pas très compliqué à comprendre c'est finalement pas très compliqué à comprendre ces mécanismes, en tout cas lorsqu'on reste assez superficiel. On revient à ce que vous disiez sur les paramètres. Et ces paramètres, et là c'est la complexité de ces outils pour nous, utilisateurs, c'est qu'il y a deux types de paramètres. Il y a des paramètres que vont apprendre la machine et des paramètres que l'on va mettre a priori. Et les différences aujourd'hui font que lorsqu'on va vouloir valider des algorithmes, ça va être dans des applications cliniques, il va falloir solidifier
en particulier ces paramètres a priori. Quel type de réseau, quels hyperparamètres vont être mis en place pour pouvoir rendre les expériences reproductibles, et quelle association entre des bases de données et ces algorithmes on va devoir valider pour rendre ces algorithmes reproductibles. Et la reproductibilité est à la fois une quête, puisque si on veut s'assurer d'une qualité de résultat, il faut une forme de reproductibilité, mais de notre côté, c'est aussi un frein, puisqu'on imagine qu'on voudrait pouvoir faire apprendre, continuer d'apprendre ces algorithmes lorsqu'ils sont utilisés en pratique clinique. Et alors là, il y a vraiment une ambiguïté que moi, je n'ai pas résolue. C'est à quel moment on doit figer ces algorithmes et finalement perdre de l'information, et à quel moment, au contraire, on doit les laisser continuer d'apprendre et perdre dans le contrôle et l'évaluation de ces algorithmes. Là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait la réponse, en tout cas dans des pratiques médicales où on a besoin d'une forme de certification de ces outils. Problème majeur que l'on voit dans toutes les publications en santé, c'est l'overfitting. C'est l'overfitting. Aujourd'hui, 95% des publications cliniques en santé ont un niveau de preuve qui est extrêmement bas parce qu'elles n'utilisent pas des bonnes méthodes de contrôle dans des groupes de tests de validation externe. Et elles le font de manière très limitée, très mal construite. Et donc, du coup, c'est clair qu'on peut, dans une population relativement faible, trouver des résultats fantastiques avec ces algorithmes qui ne seront jamais reproductibles lorsqu'on change de territoire, lorsqu'on change de population, ne serait-ce que lorsqu'on change d'hôpital. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire de Watson en oncologie. Hein. Ça, je la raconte parce que donc IBM a mis beaucoup d'argent dans le DEEP et dans la santé. Et ils ont pris un challenge lourd en disant finalement on est bon à Géopardy et on doit être bon en santé. Et ils ont fait un deal avec le plus grand centre, un des deux plus grands centres de cancérologie aux États-Unis. Il y a vraiment le MD Anderson, Houston, et à New York, le Sloan Kettering. Et ils ont été travailler avec le Sloan Kettering. Ils ont investi pratiquement 50 millions de dollars dans la numérisation de données de patients en grand nombre et dans les stratégies thérapeutiques qui avaient été mises en œuvre à l'issue d'un parcours diagnostique et d'une prise en charge par des super experts mondiaux réputés. Et finalement, au bout de 2-3 années d'efforts, ils ont réussi à reproduire, avec des très bons résultats, la qualité de ces super experts. Et ils ont fait des tests, c'est-à-dire qu'ils allaient dans ce qu'on appelle les tumor boards, les décisions oncologiques. Ils faisaient prévoir la machine à l'avance quelle serait la décision du groupe d'experts qui était là. Et ensuite, ils demandaient aux experts de manière aveugle, qui n'étaient pas au courant de ce qu'avait dit la machine, de prendre leurs décisions. Et ils comparaient. Et ils avaient des taux de concordance extrêmement élevés. C'est assez impressionnant parce que c'est très, très multifactoriel. Hein. Ça va d'intégrer des radios de poumons, des comptes rendus d'anatomopathologie, des résultats de biologie complexes, des résultats de biologie moléculaire, etc. Donc tout ça, ça semblait magnifique. Ils ont vendu ce système au MD Anderson, donc 1500 km plus bas. Ils l'ont vendu cher, 10 millions de dollars par an comme abonnement à ce système, et ça ne marchait pas du tout. Avec pourtant la même méthodologie de numérisation des données, etc. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que ce n'étaient pas les mêmes patients, ce n'étaient pas les mêmes médecins, ce n'était pas l'imagination dont on parlait tout à l'heure, qui est partout dans la médecine malgré tout. Et donc, on voit bien que plus on va essayer de faire large dans une vision holistique, plus ça va être compliqué d'être reproductible. Alors, si on continue. Alors, nous, en imagerie, alors c'est assez évident. Hein, donc, on a ces réseaux de neurones qui créent, en effet, vous l'avez dit, des features, des signaux plus ou moins basiques et qui nous permettent de faire pas mal de choses. Alors, il y a des endroits où aujourd'hui, vraiment, ça s'impose. Il y a des endroits où ça s'impose, c'est quand ce que l'on cherche est facile à contrôler. C'est quand là, le résultat final
est quelque chose qu'on peut valider rapidement. Par exemple, segmenter. Segmenter des organes, ben moi, en tant que radiologue, je peux dire si la machine s'est trompée ou pas. Donc j'ai un contrôle sous les yeux en temps réel. C'est comme la reconnaissance vocale. Pourquoi ça marche la reconnaissance vocale et pourquoi c'est passé dans le domaine de la routine? C'est parce que nous contrôlons ce qui est en train de s'écrire. Et il y a un certain nombre d'applications dans le domaine de l'imagerie médicale au sens large où on peut contrôler ce qui est en train de se faire. Il y a par exemple la société Siemens et son équipe d'intelligence artificielle à Princeton a développé un algorithme que j'ai vu là récemment qui annote environ 500 points anatomiques dans le corps humain de manière instantanée. Mais je le contrôle. Je vois le numéro des vertèbres qui s'affiche, je vois, etc. Qui segmente ces organes de manière totalement. Donc là, ça c'est relativement facile. Lorsque la sortie est quelque chose qui est visuel et qui revient à nos métiers. Lorsque la sortie est quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, comme est-ce que ce malade va vivre dans 5 ans ou pas, là on parle d'une autre affaire. Alors vous connaissez les principes, il y a des phases de détection et de sélection d'extraction de ces features, et puis ensuite des phases de classification, et donc on est dans les systèmes que vous évoquez avec peu, en général, peu d'a priori, et simplement des systèmes qui sont drivés par les données, et c'est une partie du problème. Alors ces données, c'est une partie du problème, et c'est une partie de la raison pour laquelle ça existe. Dans notre monde de la santé, elles ont explosé, comme partout ailleurs, et elles ont explosé surtout sous forme de data peu structurées, de données peu structurées, et c'est là aussi la force du deep learning, c'est de bien fonctionner sur ces data moins structurées que d'habitude, et on voit que la croissance est beaucoup plus forte en data non structurée qu'en data structurée. Et en santé, où est-ce qu'on a ces data? On les a tout bêtement dans le diagnostic médical. Hein. Est-ce que vous êtes malade ou pas, en fonction de... On les a bien entendu, et ça c'est plus historique, dans toute la génomique. Il y a le processus aujourd'hui qui s'intéresse beaucoup aux utilisations de mécanismes d'intelligence artificielle, qui est le processus de découverte médicale, de découverte de drogues et des processus de drug development. Je peux vous dire, les managers d'hôpitaux, et là c'est beaucoup plus inquiétant, s'intéressent énormément aux États-Unis à ces outils. Et aux États-Unis, il y a une concentration, une consolidation des acteurs qui est très inquiétante. 4 chaînes représentent aujourd'hui, 4 chaînes privées représentent aujourd'hui à peu près 60% des systèmes de soins américains. Premium Health étant le plus gros, 27 milliards de chiffre d'affaires, 450 hôpitaux connectés ensemble, tous les mêmes systèmes d'information, et en plus qui sont à la fois les soignants et les payeurs, puisqu'ils assurent aussi le système d'assurance des patients. Donc on voit bien qu'on peut imaginer, si le système est obscur, insérer des petits éléments dans ce système pour diminuer les coûts de la prise en charge des patients, de manière finalement pas si grave pour le patient. Hein. On va juste couper quelques stratégies coûteuses. Le monitoring des patients, ça c'est un point qui va... Où là, probablement, parce que là on est vraiment dans le traitement du signal, on est vraiment dans des traitements du signaux multiples et simples, souvent linéaires, souvent bidimensionnels. Et nous, par exemple, là, on a une société californienne qui vient s'installer à l'IHU, qui crée un patch collant, jetable, 50 €, que l'on colle chez les patients en sortie d'hospitalisation, en sortie de chirurgie, et qui envoie 24 paramètres physiologiques en temps réel, la saturation en oxygène, le pouls, la respiration, etc. Il y a des capteurs inertiels, etc. Le problème, c'est que si on met des alarmes bêtes sur ces systèmes, ils vont sonner tout le temps. Hein. Donc, comme nous qui sommes dans les hôpitaux, chaque fois qu'on passe dans un service de réanimation, toutes les machines sonnent en permanence, et personne ne les écoute. Et donc là, il va y avoir besoin de trier ces informations et pour les rendre utilisables par les cliniciens. Et la gestion du risque, c'est des exemples de données. Alors, si on reprend plus loin l'image, elle est aussi partout maintenant en santé. Et je ne m'intéresse pas là à l'image microscopique, pas tant que ça, à part la pathologie.
Je vous parle de l'image vraiment médicale, hein, moins de l'image en recherche, mais les applications en recherche sont les mêmes. Du cancer du sein, le cerveau, parce que ça ne bouge pas, c'est le domaine où l'analyse d'image est la plus ancienne et a probablement le plus d'applications, surtout en recherche. La détection de nodules pulmonaires, la détection de cancer de la prostate, l'analyse des lames automatisée des lames de pathologie. Alors les pathologistes, l'anatomopathologie, hein, l'analyse histologique, sont un peu en retard dans la compréhension du changement parce qu'ils ne sont pas tellement digitalisés. Contrairement à l'imagerie médicale qui est digitalisée depuis 25 ans. Mais ceux qui le sont ont bien compris que l'apport, l'exhaustivité. Il y a une publication très récente qui est extrêmement intéressante, qui est dans le cancer gynécologique, je crois, le cancer de l'endomètre utérin, une publication qui montrait que l'analyse par machine qui était meilleure que l'analyse humaine, tout simplement parce qu'elle regardait l'ensemble des lames. Tout simplement. Parce qu'en fait, le pathologiste, quand il lit 50 ganglions, il fait des samplings. Il ne peut pas, physiquement. Et donc, la machine n'est probablement pas meilleure pour regarder une lame, mais elle est meilleure parce qu'elle regarde les 50 et elle regarde toutes les lames et tous les blocs. Et donc, ça, c'est... Et nous, en imagerie, on est aussi noyés maintenant sur des sommes d'informations qui sont inabordables pour un temps et un cerveau humain. Et donc là, la machine est indispensable pour préanalyser un certain nombre de ces informations. Alors, il y a aussi un monde qui est très... parce que les algorithmes ont été développés pour d'autres applications, qui est le monde de la vidéo. Je vais vous en montrer quelques exemples. Je ne sais pas si ça marche. Ah, voilà. Voilà, donc ça, c'est le... On va refaire. Bon, ça va aller peut-être. Voilà. Donc ça, c'est la détection qui a été développée sur la vidéo pour les voitures autonomes, avec la détection d'un certain nombre d'objets en temps réel. Ça a été entièrement, complètement copié-collé, en tout cas dans les types de réseaux et même les hyperparamètres, pour faire d'autres applications, comme la détection automatisée de polypes difficiles à voir, par exemple sur l'endoscopie. Ça, c'est des choses qui sont en train de devenir commerciales. Parce que là, on est quelque chose sur là encore, comme je disais tout à l'heure, on peut contrôler. C'est-à-dire que la machine vous dit il y a quelque chose, vous regardez, et vous pouvez éventuellement contrôler. Donc ça, c'est une partie qui est la détection, qui est facile, qui est intéressante. Puis il y a une deuxième partie dans cet algorithme qui est fait par une société de Montréal, Imagia, c'est éventuellement de la caractérisation. Alors là, c'est plus compliqué, parce que quel est le gold standard, comment est-ce qu'on a fait la preuve, etc. Ah, il s'est passé quelque chose. Ah, voilà. Alors, bon, les limites, on en a parlé, mais je vais les redire parce que pour nous, c'est très important. Parce que colliger des données dans le monde de la santé, c'est très compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué que dans le monde de l'Internet et pour aller regarder des chats et des chiens. Ou regarder des visages sur Facebook. Et donc, la collection de données de qualité en respectant le privacy des patients, est quelque chose de complexe. Or, ces systèmes ont besoin de gros volumes. Et sans les gros volumes, ils sont des fois moins performants que d'autres approches. Deuxième vraie limite qui, pour nous, est majeure, c'est l'absence de généralisation. Aujourd'hui, on est quand même sur des systèmes vraiment monomaniaques. On les a développés, créés pour aller détecter un petit nodule dans le poumon. Qu'est-ce qui se passe si le patient a à côté de ça une tumeur sur un os? Il ne la verra pas, ça n'a pas été fait pour ça. Donc dans nos flux cliniques, c'est inutilisable. Parce que nous, quand on regarde un examen, on le regarde avec une vision généraliste. Et heureusement, on est capable de détecter des choses qui sont inattendues. Ces systèmes ne sont pas prêts à détecter des choses inattendues. Donc il va falloir les organiser entre eux ou organiser des utilisations qui sont complémentaires d'un autre type d'utilisation clinique. C'est-à-dire, par exemple, une partie des tâches de la lecture ou sera prise en charge par la machine, mais pas la totalité. Troisième point, vous l'avez évoqué, c'est la difficulté de comprendre ce qui se passe. Au-delà de 3 couches
de layers. On ne sait plus ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comment est-ce que nous, avec mon équipe à l'IHU, on essaie de résoudre ça? C'est en multipliant les étapes, par exemple, en faisant des cascades de réseaux pour que les étapes soient compréhensibles par ce qu'on sait faire. Par exemple, on commence par segmenter une tumeur. OK, on a vu la tumeur, est-ce qu'elle est bien segmentée? On peut passer à une autre étape, etc. Et donc, essayer de démultiplier, mais en faisant cela, on génère aussi d'autres artefacts. Mais globalement, c'est vrai que l'absence d'explainabilité est un vrai problème en santé et qu'il va falloir résoudre absolument lorsque l'on va vouloir avancer. Et enfin, le problème du biais et de la transférabilité de population en population. Et ça, c'est le problème, moi, qui m'inquiète le plus, je dois dire, du point de vue éthique. Donc, je présente c'était publié il y a 2-3 ans par le MIT, et c'est assez rigolo. Ils ont fait analyser avec la base ImageNet des Rorschach tests psychologiques par un réseau de neurones, en faisant faire un labeling des images sur la base de ce qu'on a sur ImageNet et dans l'Internet. Et donc, tout ça, ça donne des résultats un peu béni oui-oui, une personne qui tient un parapluie, etc. Et si vous entraînez la base avec des images labellisées du Darknet, vous avez des résultats un tout petit peu plus violents. Donc je trouvais que c'était assez sympa comme démonstration pour vers le grand public, expliquer les problèmes de biais. C'était l'objectif de ce travail. Donc c'est clair qu'il faut être sûr que non seulement le système a été entraîné sur la bonne base de données, mais que le patient qu'on a devant nous est représenté dans cette base de données, de manière représentative. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il est clair que un des dangers, c'est que ces technologies, parce qu'elles sont relativement faciles de mise en œuvre, qu'elles sont puissantes, échappent un peu aux mains des gens qui sont là pour soigner. Je pense en particulier aux payeurs, aux assurances, ou à l'industrie, parce qu'il y a d'abord une invincible aura en ce moment, il y a le côté vraiment à la mode, et on voit aussi des choses, y compris chez les scientifiques, qui sont tout à fait aberrantes du point de vue philosophique, c'est-à-dire on cherche dans des signaux, avec du deep learning, des choses dont on sait par définition que biologiquement, il n'y a aucune raison qu'il y ait des signaux. Donc aujourd'hui, on voit des choses de ce type-là. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple, il y avait un article qui avait été publié en 2014 dans Nature aussi, sur la détection et la caractérisation des tumeurs pulmonaires sans injection de produits de contraste, c'est-à-dire vraiment de scanner basique du poumon. Et ça marchait pas mal, il y avait une corrélation entre certaines tendances moléculaire et l'imagerie telle qu'elle était visible. Et des gens ont appliqué la même méthode sur d'autres organes où on sait que sans injection de produit de contraste, on n'a aucun signal. Pourquoi? Parce que, bien tiens, si ça marchait là, on l'essaye. Et donc, par exemple, sur le foie, bien entendu, et avec des résultats, parce que la validation n'était pas bien faite, qui étaient bons, bien entendu, parce qu'ils ont overfité et les résultats étaient bons. Donc aujourd'hui, il faut faire attention de revenir quand même aux bases. On a 2 siècles ou 3 siècles de médecine moderne, ne pas les oublier parce que sinon on dit n'importe quoi. Et donc c'est clair que mal construit, on peut arriver à la désinformation avec ces outils, je crois. Et donc il y a un vrai pipeline, une vraie processus de validation qui est nécessaire. C'est une fois qu'on a des résultats qui peuvent venir des données, il faut générer des vraies hypothèses, les revalider dans d'autres populations, ça c'est le minimum bien entendu, mais il va falloir aussi, et là aujourd'hui personne ne le fait, c'est mettre en place ces systèmes en production dans le soin et tester l'impact. Et le gros danger, c'est qu'on les mette en place et qu'on ne teste pas l'impact. Et éventuellement, même à plus loin, et quand on regarde le
le monde de la pharmacie. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que l'on a la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi en production de ce que donne un médicament. Eh bien, je ne suis pas loin de penser qu'il faudra une forme de software vigilance pour que deviennent ces systèmes lorsqu'ils sont mis en production dans un système de soins. Aujourd'hui, le niveau de publication en termes de validation est extrêmement bas en santé. Donc, le volume de publication est énorme, c'est à la mode, mais le niveau de certification, je ne vous dis pas le niveau technique des algorithmes et les gens qui le font, mais le niveau de validation, on est à moins de 3 à 4% des articles qui sont publiés qui ont un niveau de validation scientifique au niveau médical, c'est-à-dire validation dans des contextes, hypothèses solides avec un besoin clinique, et validation dans des cohortes externes, plus qu'une ou deux, donc vraiment assez faible. Quant à ce qui est de faire des interventions, ce qu'on appelle nous des interventions, c'est-à-dire mettre un système randomisé dans une population dans une autre population sans et voir les résultats, là il n'y a que très peu d'articles qui font cela. Alors on revient exactement, et dans la santé, je pense que nous vraiment, on a été biberonné à une logique dans la recherche en santé hypothético-déductive. Et là, tout d'un coup, on nous dit, hop, il faut oublier tout ça, et partons sur des données, des résultats poussés par les données. Eh bien, je pense que c'est très complémentaire. Parce que je crois, et en tout cas c'est mon expérience récemment, que malgré tout, on découvre des choses auxquelles le cerveau humain, par son mimétisme avec ce qu'il a toujours fait, a du mal à sortir parfois des boîtes. Et donc, cette association des deux me semble, mais il va falloir revenir quand même. Voilà, donc créer des nouvelles hypothèses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et aujourd'hui, on voit ça arriver. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, je vous en ai parlé. Il y a des domaines où on n'est pas très inquiet. Lorsqu'il s'agit de faire des tasks, des actions assez simples, comme détecter, segmenter, recaler des images. Alors, ce n'est pas si simple que ça, mais en pratique, on sait comment le vérifier. Lorsqu'il s'agit de détecter et de classifier, ça devient déjà plus compliqué, parce que là, on a de plus en plus de biais de sélection de nos populations, et on est dans des classifications qui sont extrêmement faibles en termes de généralisation. C'est vraiment, on est là pour détecter une tuberculose. Point. Qu'est-ce qui se passe autour, ce n'est pas le problème. Ça marche, mais on ne sait pas faire autre chose. Donc ça reste un problème. Alors je vous donne un exemple dans mon institut où ce qu'on essaie de faire sur certains domaines. Par exemple, il est clair que la machine peut être extrêmement intéressante là où il n'y a pas de soins de santé. Parce que s'il n'y a rien, on peut toujours faire mieux. Donc l'ophtalmologie, par exemple, en Inde, il y a des déploiements de ces systèmes de deep learning avec des iPhones, etc., et qui rendent, je pense, des services. Donc nous, on a par exemple une approche sur le cancer du foie. Le cancer du foie primitif, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Français, les Japonais, mais qui, globalement, l'épidémiologie, elle n'est pas chez nous, elle est en Afrique et en Asie. Et où il n'y a pas de soins de santé, ou très peu de soins de santé. Et on sait que dans ce cancer, je ne sais pas si je suis pas trop en retard, si on ne fait pas du dépistage, les patients meurent, pour faire simple. Si on fait du dépistage, aujourd'hui, il y a des moyens simples et non invasifs, la plupart du temps, de les traiter, ou en tout cas d'augmenter la survie de plusieurs années. Donc, ce que l'on fait, et c'était quelque chose que l'on faisait depuis déjà longtemps, mais où là, le deep learning a complètement changé. Par exemple, on a créé un simulateur low cost qui utilise des systèmes de sensors classiques. Ça, ce n'est pas du deep learning, c'est des choses classiques. Mais par contre, pour faire la transformation entre une imagerie qui sert de référence scanner pour apprendre aux gens à scanner en ultrason, à faire des acquisitions d'échographie, pour transformer ça, le scanner en ultrason, on fait du deep learning. Parce que ça marche, et c'est beaucoup plus simple à faire que de faire des systèmes, des filtres qui étaient toujours difficiles pour rendre la représentation.
Et donc ces systèmes, voilà. Et deuxième chose, ce que l'on fait en ce moment, c'est, puisque ces gens-là qui vont être, ça ne va pas être des médecins, ça ne va même pas être des infirmiers, qu'on veut en former à cette détection, eh bien on veut associer, là il faut que j'aille peut-être au clavier, on veut associer, donc ça c'est un, voilà, donc ça c'est on veut associer des systèmes de détection automatisés sur la vidéo. Là aussi, on utilise des réseaux qui ont été développés pour d'autres actions pour faire la détection du nodule de manière automatisée. Vous voyez, ça, c'est les images qui sont recréées à partir de Deep Learning. Elles sont pas mal, hein, et qui permettent... Et donc ça coûte moins de 50 €. La fausse sonde, la petite caméra qui regarde la texture, qui localise dans l'espace, et le système qui génère. Et donc, on a un partenariat avec le Rwanda pour déployer ça au Rwanda en production, normalement l'année prochaine. Deuxième chose, si on prend toujours ce même cancer, aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on le détecte, pour décider de la stratégie thérapeutique, on se contente globalement de compter le nombre de boules et de regarder la taille des boules. C'est relativement succinct. Eh bien, on a un certain nombre de projets, les gens ici qui font ça connaissent bien, qui consistent à aller essayer de stratifier la population des patients dans le groupe de ceux qui vont répondre et dans ceux qui ne vont pas répondre. Et donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés récemment qui permettent, grâce à de l'analyse d'images, justement, d'essayer de voir quels sont les patients qui répondent, qui ne vont pas. Et là, contrairement à ce qui est publié d'habitude, c'est une étude qui a été faite avec 2 bras, dans des études multicentriques, avec un bras sur lequel on entraîne et un bras totalement différent venant d'autres centres sur lesquels on teste, et qui montre qu'on arrive avec un peu moins bons résultats dans le bras test. Et on utilise des réseaux, des systèmes en cascade pour pouvoir contrôler qu'on est bien en train de regarder la tumeur et pas, je sais pas, les rideaux dans la pièce. Et bien entendu, parce que l'imagerie seule, il ne faut pas grand-chose, on l'associe avec d'autres paramètres, notamment biologiques. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, où on associe des données de deep et de patterns d'imagerie en IRM et en scanner, avec des données très complexes en partenariat avec l'INSERM, là, et puis sur la biologie dans le sérum de ces tumeurs. Alors, je vais essayer de terminer là-dessus. Voilà. Ça pose plein de problèmes, tout ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai à peu près. Voilà, donc c'est bien. Parce que si on prend, ça c'est un white paper qu'on avait fait avec l'association canadienne de radiologie, si on prend maintenant ces outils, comment on les intègre dans nos flux de travail? Et là, il y a beaucoup de travail pour les SHS. Hein. Comment est-ce que l'on va intégrer les biais préalables, mais aussi les biais du médecin face à ces outils? Est-ce qu'il faut mettre la machine avant le médecin? Est-ce qu'il faut la mettre après, en contrôle? Et dans tous les cas, on génère des effets secondaires. Et on va modifier la manière dont le patient va être pris en charge. Même si on a un système qui fonctionne bien, on va changer ce qui, en bien, j'espère, mais il va falloir l'intégrer dans nos processus. Alors, je vais terminer par des questions. Est-ce que nos patients seront mieux soignés si on intègre des logiciels d'intelligence artificielle? C'est ça qui nous importe. On est tous plus ou moins, aujourd'hui et demain, des patients. On n'a pas envie, mais ça va nous arriver. Parce que globalement, et c'est ce qu'on entend hein, par les investisseurs dans le domaine de l'IA aux États-Unis, les machines ne se fatiguent jamais, elles n'ont pas d'émotion. C'est vrai que moi, il m'arrive le jeudi soir, si je sais que, parce que si je sais que je dois aller au théâtre peut-être, d'accélérer mon processus. Non, là, les machines, elles s'en foutent. Elles vont plus vite que nous, là, il n'y a pas de doute. Et on peut les entraîner sur des bases de données beaucoup plus larges que nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais clairement, il y a un problème de jugement. Les machines ne savent pas juger. Parce que l'intégration globale dans une prise en charge d'un patient, aujourd'hui, on en est très très loin. Donc on voit bien qu'on va cantonner ces outils à des tâches
très focale. Et finalement, ça va beaucoup plus loin, parce que en tant que médecin, ma capacité à prendre en charge un malade dans sa globalité, c'est l'essence même de la médecine. Sinon, je ne suis plus médecin, sinon je suis technicien. Les problèmes issus d'éthique. Toujours pareil, clairement, on voit qu'on va pouvoir aider des populations, mais qu'on va, dans certains cas, exposer d'autres, certains patients à des risques élevés. Et quand la machine se trompe, elle se trompe lourdement, je dirais, dans ces applications, et gravement. C'est-à-dire que tout d'un coup, et on en reverra des exemples, comment mettre en place des systèmes et des seuils de sécurité qui aujourd'hui, dans le système humain, n'existent pas, ou mal. Nos accréditations, nos contrôles qualité en santé sont relativement récents et peu fonctionnels. Qui va déterminer et comment, du point de vue éthique, les risques et les bénéfices de ces techniques? Comment est-ce qu'on compare ça à des standards humains, je disais, qui aujourd'hui ont déjà du mal à exister en eux-mêmes? Qui sera responsable en cas d'erreur? Qui est responsable en cas d'erreur? Aujourd'hui, je vous ai montré tout à l'heure le tableau, la FDA, tous ces algorithmes sont ce qu'on appelle en 2A. 2A, ça veut dire qu'ils ne sont pas là, soi-disant, pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour exposer une information et c'est le médecin qui prend une décision. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Ils sont qualifiés en dit 2A, mais le médecin l'utilise comme un outil diagnostique. Mais personne ne se risque aujourd'hui à aller valider un algorithme et le mettre sur le marché en disant c'est ce qu'on appelle des devices classe 3, c'est-à-dire qu'ils sont là pour remplacer le médecin. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer l'accident Uber, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, parce qu'il est extrêmement intéressant et puis se rapproche du 737, du max. On est dans les deux cas dans une course financière et dans un retard technologique d'une compagnie. Donc, dans le cas Uber, c'est Uber par rapport à Google. Dans le cas du 737, c'est le 737 par rapport au 320 Neo. Donc, accélération des processus. Et Uber a... donc, les images sont terrifiantes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le système n'a pas reconnu... Le système de DeepL n'a pas reconnu cette piéton qui traversait en plus ou moins poussant ou portant son vélo, parce que c'était pas, le système n'avait jamais rencontré ça. Ce qui est plus intéressant quand on décrypte, c'est qu'il y avait aussi des radars infrarouges qui ont détecté la cible 8 secondes avant. Donc le DeepL l'a détecté 1 seconde et demie avant, et donc là c'était trop tard. Mais les systèmes de radars infrarouges qui étaient là l'ont détecté 8 secondes avant, c'est-à-dire plus qu'il n'en fallait pour freiner, sauf que les câblages, alors là on reparle de logique, et on repart de système expert standard, n'avaient pas prévu cette situation-là. Donc il y avait un type qui n'avait pas bien câblé son système pour que, en cas de défaut de l'un de l'autre et qu'il y ait un danger imminent, eh bien l'infrarouge puisse prendre la main et faire le freinage. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Et donc du coup, la voiture autonome aujourd'hui, dans le cycle à la mode du hype, là, elle est vraiment tout en bas, là. Elle est vraiment tout en bas. Plus beaucoup de gens parlent d'avoir des voitures autonomes qui roulent sur nos routes avant quelques années. On voit qu'il y a des systèmes qui aujourd'hui sont passés en production. Je veux dire, la reconnaissance vocale, sans le DeepL, ne fonctionnerait pas bien. Elle fonctionnait avant. Moi, je l'ai utilisée dès les années 95, mais elle ne marchait pas bien. On ne l'utilisait pas. Grâce au DeepL, elle marche bien et elle est aujourd'hui en production quotidienne, comme on en a parlé tout à l'heure. Puis beaucoup de choses aujourd'hui sont là. C'est-à-dire qu'on est dans la phase à la mode, et ça va retomber. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ici. Et puis, la confiance. Donc ça, c'est majeur. On en a parlé. C'est ça. Moi, je travaille dans un institut de chirurgie guidée par l'image. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que vous accepteriez d'être soigné par un robot qui a une forme d'autonomie à un moment donné, avec un traitement qui va être plus ou moins agressif. Et la confiance en santé va être un élément majeur, comme en aéronautique.
je vais passer là-dessus. Je vais juste terminer là-dessus, c'est les problèmes de biais, qui sont plus philosophiques comme on ne le pense encore, parce que ce sont des biais. Il y a un intérêt à l'intelligence artificielle, parfait, j'ai terminé, qui est que ça nous fait réfléchir à des biais qui existent déjà. C'est-à-dire que ces biais aujourd'hui, par exemple, la médecine clinique aujourd'hui est basée sur des résultats scientifiques qui sont à 95% faits sur des populations caucasiennes. Et ça, il n'y a pas besoin de deep learning. Hein. C'est aujourd'hui. Et on exporte ça en Afrique, on exporte ça en Asie, etc. Enfin, les États-Unis et nous. Hein. Donc, lorsqu'on se pose la question du biais dans nos populations, il est là. Sauf que ça nous fait poser une question que personne ne s'était jamais vraiment trop posée quand même. Hein. Donc c'est aussi intéressant de réfléchir, parce que là, maintenant, on se dit il va falloir réentraîner les systèmes dans les bassins de population dans lesquels ils vont être utilisés. Deuxièmement, est-ce que l'on accepte, par exemple, parce qu'on sait que ça marche, de stratifier, de sélectionner nos patients ou de sélectionner des traitements sur des bases telles que l'âge, la race, le code postal, le contexte socio-économique, parce qu'on sait que ça a un impact sur la stratégie thérapeutique. Juste pour vos données, ce n'est pas vraiment public, mais que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, le premier facteur dans toutes les pathologies de survie, c'est le code postal. Vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens, que ce soit du cancer, de la maladie cardiovasculaire, etc. Vous rentrez, si vous arrivez à rentrer, en France, la SNIPAM ne nous donne pas le code postal, hein, pour ces raisons-là. Hein. Mais c'est le code postal qui est le premier facteur, le premier paramètre de risque de mortalité d'une maladie. Voilà. En conclusion, je voudrais dire juste cette phrase de William Osler, qui était professeur à McGill bien longtemps avant moi, qu'un bon physicien, un bon médecin traite une maladie, les grands médecins traitent un patient qui a une maladie. Et je pense quand même que la machine est bien loin de traiter des patients, même à longue échéance. Voilà, je vous remercie. Donc, merci pour ce point de vue là, passionnant qui ouvre d'autres questions. Donc on a première question. Oui, merci beaucoup. Simplement, je spécifie que je suis neurologue. Tout à fait d'accord pour avoir peur du 737, mais également effrayé par le crash de l'Airbus Rio-Paris, où 3 cerveaux humains n'ont pas résolu le problème. Donc peut-être là, l'intelligence artificielle aurait pu les aider. Mais enfin bon, en interprétant les pannes des capteurs périphériques, mais peu importe. Il ne faut pas parler aux pilotes de ça, hein, parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Je sais bien, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Non, ma question, plus sérieusement, c'est en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier des marqueurs prédictifs de maladies. Je prends l'exemple de l'Alzheimer, qui est un des problèmes numéro 1. On a maintenant un certain nombre de données permettant de dire qu'à partir d'un certain niveau d'atrophie hippocampique, couplé avec peu d'autres critères, on peut prédire à peu près le pourcentage de chances de développer un Alzheimer dans les 5 ans, dans un cerveau qui n'est pas Alzheimer au moment où on le teste. Ça veut dire... Et avec l'idée que si l'on veut traiter l'Alzheimer, il faudra traiter ces gens-là, de façon prédictive. Puisque la plupart des études qui ont été faites actuellement sur des essais thérapeutiques montrent bien qu'une fois atteint un niveau d'accumulation des protéines pathologiques données, on ne revient pas en arrière. Donc la question qui se pose, et elle est à la fois rassurante et un peu effrayante, c'est est-ce que, et je pense que la réponse est en partie oui, est-ce que l'intelligence artificielle nous servira à valider des modèles prédictifs avec le contrôle du cerveau humain, du praticien bien évidemment, mais qui nous autoriseront à tenter une thérapeutique chez des patients asymptomatiques chez qui on aura détecté un risque à évaluer
de survenue d'Alzheimer. C'est le problème actuel pour le traitement de l'Alzheimer. C'est pour ça que je vous le renvoie. Ce n'est pas uniquement les images, mais voilà. Alors, techniquement, je pense que oui. Est-ce que ça sera... Il va falloir faire très attention du niveau de preuve de cette prédiction. Et je prendrai l'analogie de la génétique. Aujourd'hui, quand vous faites de la génétique, vous avez des mutations dont on sait qu'elles sont délétères, et donc, en particulier en pédiatrie, par exemple. Donc vous allez pouvoir trouver des mutations dont vous êtes certain que vous allez avoir des issues très graves dans les 5 ans, 10 ans, ou même, dans certains cas, par exemple, d'un diagnostic prénatal. Vous pouvez trouver des mutations qui vont conduire à un avortement thérapeutique. Sauf qu'on sait qu'un certain nombre de mutations ne sont pas forcément toujours dominantes, et que ce n'est pas parce qu'on a la mutation qu'on aura forcément la maladie. Donc, quand on va trouver ces mutations et dont on ne saura pas exactement quel va être l'impact, si je prends le cas de l'avortement thérapeutique, je ne donne pas cher de la vie du bébé. Ce n'est pas pour défendre quoi que ce soit, c'est juste... et donc, pareil, dans ces diagnostics très précoces et anticipatoires, c'est que là, on tombe sur une problématique quand même assez philosophique. Est-ce que l'anticipation est toujours... c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de la physiologie, au-delà d'autres éléments que nous ne contrôlons pas et qu'il faut peut-être... Voilà. Donc, techniquement, oui, et statistiquement, oui. La décision va être compliquée quand même. Surtout aujourd'hui où on n'a pas de thérapeutique. Donc aujourd'hui, quand on n'a pas de thérapeutique, le problème est réglé. Il s'agit de la seule issue pour tester des nouvelles thérapeutiques. Oui, c'est ça le problème. oui, mais voilà. Donc avant d'aller dire à des gens, vous allez avoir dans 5 ans probablement à 80% une maladie avec des traitements dont on sait aujourd'hui qu'ils marchent pour l'instant très mal. Ça c'est voilà. Si on dit à Voilà. ces gens, vous avez ce risque, et on vous voilà. propose d'entrer dans un essai thérapeutique voilà. et d'être suivi pendant 5 ans, voilà, c'est ce qui va se voilà. passer. C'est ça, le problème. Alors que la machine va aider à ça, bien entendu, parce qu'elle va automatiser les calculs, les trucs, les mesures, etc. C'est sûr. Mais est-ce qu'il faut le faire toujours? Je ne sais pas. Vous avez fait différents commentaires pour mettre en place les algorithmes dans les cliniques. Par exemple, quand on va à l'hôpital universitaire, à un hôpital universitaire, on a des étudiants de médecine qui nous voient avant les docteurs. Et donc, pour mettre en place l'algorithme dans les cliniques, dans les pratiques, on peut faire quelque chose pareil. Ça veut dire... in English, can I make, of course. Yes, okay. It's a bit a complicated question. So when we go to a hospital, university hospital, we have the students that they see the patients first, and during a process, during a period, they will do the diagnostic, and they are going to be supervised by the main doctor in charge. Can we see something similar for the deployment of artificial intelligence? Is this made in place at the moment, or Yeah. Je vais le faire en français, la réponse. C'était ce que j'ai montré là dans les différentes possibilités, c'est de mettre la machine en tri du patient, hein, avant le... Mais ça crée des biais. Ça crée des biais. Parce que quand j'ai un étudiant qui voit un patient avant moi, je vais non seulement écouter cet étudiant, mais je vais connaître, moi, cet étudiant, et je vais connaître ses capacités, son niveau, et je vais adapter la manière dont je vais voir le malade après. Si je pense que l'étudiant est très faible, je vais tout recommencer à zéro. Si je pense que l'étudiant est très fort et très senior, je ne vais pas le faire et je vais limiter mon implication et à écouter ce que me dit cet étudiant. Donc utiliser la machine comme un tri, hein, en triage, c'est intéressant, mais ça nécessite d'organiser nos pratiques et surtout de bien connaître les limites de l'outil. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, notamment les limites de l'outil lorsqu'on sort
des applications standards lorsque tout d'un coup on est dermatologue et qu'on va avoir un patient avec une peau noire dont on sait que les systèmes n'ont pas été entraînés sur des peaux noires, par exemple. Donc, la relation humaine disparaissant, il y a un effet plus compliqué, peut-être pas moins bon, je n'ai pas dit moins bon, mais plus compliqué à la mise en œuvre. Voilà. Mais je comprends bien votre point. Alors juste pour terminer sur les étudiants, par contre, on est assez intéressé dans les sociétés, c'est pour voir si on peut utiliser des algorithmes machine learning dans l'enseignement des étudiants, pour contrôler la pertinence, justement pour leur donner plus d'interaction, et à la fois pour enseigner la médecine ou l'imagerie, etc., mais aussi pour leur enseigner la limite de ces algorithmes, etc. Donc il faut que ça rende... Aujourd'hui, c'est quand même un grand BA. Les médecins ne savent pas ce que c'est, la plupart, quoi. Ils commencent à peine à comprendre. Merci pour l'exposé. Dans les 4 processus que vous avez montrés, qui pourraient être des façons d'organiser l'IA avant, après, je n'ai pas vu en parallèle. En parallèle. Et on regarde qui gagne. Non, pas qui gagne, mais comme vous l'avez dit, vous pouvez toujours contrôler. Alors, ce que le garde-fou, ce ne serait pas qu'aujourd'hui, dans la phase de transition, vous ayez toujours, de façon collégiale, j'imagine que ça se décide déjà aujourd'hui quand on met en place une nouvelle pratique. Non, malheureusement, non. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des pressions commerciales qui font que des choses ne se décident pas de manière collégiale, toujours. Mais j'entends ce que vous dites. Voilà, le côté parallèle, dans le sens où le médecin aurait quand même une façon d'interagir avec la machine sans lui laisser les clés de la décision à 100%. Ouais. Quoi. Oui, c'est une possibilité, je le comprends. Un des problèmes que l'on évoquait, c'est qu'on voudrait que la machine nous aide à résoudre des problèmes que l'on a, qui sont trop de données à analyser. Et finalement, la machine idéale, c'est celle qui nous présenterait les données utiles. Et ce n'est pas celle qui prendrait des décisions, c'est juste celle qui nous présenterait les données vraiment utiles pour prendre la décision. Mais le simple fait de présenter des données, c'est un choix extrêmement stratégique dans le processus. Mais je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs nous travaillons, par exemple pour les chirurgiens, à des algorithmes relativement basiques, mais compliqués dans leur mise en œuvre, mais de segmentation, pour juste présenter les données utiles, c'est-à-dire enlever le bruit. Voilà. Enlever le bruit avec une vision sélection de métier et non pas une vision bruit de physique. Donc ça, pour moi, ça serait vraiment les outils dont on a besoin, parce qu'on est noyé dans le signal, en fait. Oui, une autre question. Le point fort de le deep learning, c'est les données. Mais maintenant, on n'a pas beaucoup de données. On commence à voir plus. Dans les imageries médicales, on n'est pas beaucoup. Mais dans 5 ans ou 10 ans, déjà, il y a déjà des entreprises qui essayent de faciliter les données pour l'apprentissage des données de tous les pays, mais aussi des données de différents pays. Donc, vous pensez que c'est possible que dans 5 ans ou plus longtemps, si les machines d'apprentissage peuvent accéder à tous les scanners, par exemple, de thorax de la France, mais tout le monde, comme ça, il va faire mieux que maintenant. Oui, alors, ça, c'est la question des données au sens large. C'est une question extrêmement intéressante. C'est que chaque pays ou chaque entreprise essaie de se structurer pour accéder aux données médicales avec plein de problématiques légales, réglementaires et éthiques. Il y a un article extrêmement intéressant qui a été publié par le King's College et Bruxelles récemment qui montre qu'à partir des données patients, à partir de 5 points de données, avec de la temporalité, même sans connaître ces données, on est capable de retrouver un patient, ça a été fait en Angleterre, quel que soit le patient ou qu'il soit traité. Donc on a juste besoin de savoir que le patient a été dans un hôpital et qu'il a eu une prise de sang, un scanner, et qu'il est passé aux urgences tel jour. Or, si on veut traiter ces données, on a besoin de ces informations. Eh bien, à partir de 5 points, on est capable de retrouver le patient individuel. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème de privacy.
Ouais, je sais pas, voilà, qui est majeur et qui m'inquiète moi beaucoup. Hein, voilà, donc d'un côté, on veut faire avancer et soigner mieux nos patients, et pour ça, on a besoin de données cumulées importantes et bien organisées. De l'autre côté, il faut faire très très attention à l'éthique. Alors là, je serai. Et enfin, n'importe quelle donnée n'est pas bonne pour apprendre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'accumuler des wagons de données si elles n'ont pas été organisées et réfléchies pour répondre à des problèmes spécifiques. Et donc là, il y a une espèce d'utopie, à mon avis, du moment, et en particulier des fournisseurs de données, les hôpitaux, publics ou privés, quels qu'ils soient, de penser qu'ils sont assis sur des tas d'or. Ils sont assis sur rien du tout, parce que quand vous voulez prendre des données de manière rétrospective, si elles n'ont pas été accumulées pour faire de la recherche, elles sont inutilisables. On peut faire des preuves de concept, on peut faire des débuts, arriver à imaginer. Mais donc aujourd'hui, la réflexion, elle doit se faire pour accumuler des données de manière prospective, avec justement privacy by design, ce qui pose plein de problèmes éthiques. Là, moi, je suis en plein là-dedans, et réglementaires. Et alors, en France, à tort ou à raison, mon avis, une grande partie a raison, on est les champions du monde, puisqu'on associe la réglementation européenne, qui est la plus dure au monde, et la CNIL et le Conseil d'État français, qui a fait des avis extrêmement restrictifs. Donc, en France, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs. C'est clair qu'aux États-Unis, c'est complètement différent, c'est le pays des cow-boys. Donc les données s'achètent, se revendent, jusqu'au jour où il y aura des gros procès. Hein, parce qu'il y a déjà, ce qui s'est passé dans les années 95 avec la génomique, il y a eu des procès retentissants de gens qui publiaient sur Internet des bases de données génomiques, de gens qui avaient par exemple des maladies rares et mortelles à 2-3 ans, et dont forcément on pouvait retrouver, quand la technologie a évolué, 5-6 ans après, on pouvait exactement retrouver l'identité juste par des croisements de bases de données. Donc attention quand même. Oui, pour accumuler des données avec des objectifs précis. Non, pour simplement dire on a que parce que les dangers de Big Brother, ils sont là quand même. Il n'y a pas de doute. Hein. Très bien. Merci beaucoup encore pour cette présentation.